Vous venez de franchir les portes du Café de la Mouette, installez-vous confortablement. Ici, on va vous parler de bateaux, de voiles et de voyage. Mais c'est pas une mouette ça, c'est un goéland. Ouais, on s'en fout. Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode du Café de la Mouette. Le Café de la Mouette, c'est le podcast du magazine The French Sailor. Alors ce soir, on est très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast et on vous en remercie, ça nous aide beaucoup. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez penser à vous abonner. Et bien sûr, comme toujours, on va vous le dire et redire encore, partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, ça aide à faire grandir notre petite communauté. Ce soir, je suis en présence de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Valérie. De quoi parle-t-on ce soir ? Eh bien, le thème de notre podcast de ce soir, c'est un sujet d'actualité parmi tous ceux qui envisagent un voyage en voilier. C'est le minimalisme. On va donc voir différents points dessus. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement, puis comment l'appliquer, ce que ça nécessite. Également, est-ce qu'on risque une perte de confort dans ce cas-là, une question qui revient régulièrement. Mais on va aussi brosser des exemples concrets de réussite dans la préparation et la réalisation de voyages d'aventure en mode minimaliste. Et puis, on verra également principalement quels sont les avantages qui existent à choisir ce format pour partir naviguer en mer. Oui, tout à fait. Alors, quand on parle de minimalisme, on va parler de navigation, minimalisme, de préparation, minimalisme de bateau, mais pas de vie minimaliste. Et déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est que le minimalisme en navigation. C'est le fait, en fait, de se débarrasser de tout ce qui est superflu. Voilà, c'est une grande phrase, on va essayer de détailler un peu plus. On va passer, en fait, à travers tous les systèmes qui sont à bord pour adopter des systèmes qui soient plus simples à installer, plus faciles à utiliser, plus faciles aussi à réparer ou à changer. Ça vous permet de pouvoir rentrer dans un type de navigation minimalisme. Et donc, comment l'appliquer plus concrètement ? Alors, comme je le disais, on va prendre chaque système qui est à bord, donc ce que j'appelle les systèmes stratégiques, l'électricité qui est l'un des points, pour ne pas dire le point le plus important, qui va rentrer dans une philosophie minimaliste, l'eau, la météo, le pilote automatique, enfin tous les systèmes qui sont à bord, on va essayer de les repenser pour pouvoir en fait s'affranchir du principal, c'est-à-dire l'énergie. L'énergie à bord, c'est quelque chose de très important et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours plus de confort. C'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Est-ce que le minimalisme va être synonyme de perte de confort ? Alors là, le confort, on va toucher une corde qui est personnelle chez chacun, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a son curseur en termes de confort et du nombre d'équipements. Plus vous allez avoir d'équipements à bord, plus souvent électriques, genre, je sais pas, la vaisselle, une clim, ou je sais pas trop quoi d'autre, sans parler des aides à la navigation, des centrales navigation toujours plus grosses avec 2-3 écrans, un plotter à l'intérieur, 2 plotters au bar à roues, etc., etc. Tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, on est obligé d'emporter un stock d'énergie important et aussi une capacité de pouvoir recharger ces batteries de manière importante. Alors, avec l'arrivée et la démocratisation des batteries lithium, le poids et l'encombrement, ça va déjà beaucoup mieux. Mais tout le monde n'est pas encore déjà prêt dans sa tête à passer au lithium, parce que le lithium, c'est quand même une technologie basée sur l'électronique. Mais alors, on va dire que c'est quand même de plus en plus fiable. L'électricité, si on arrive à s'affranchir de systèmes qui sont gourmands en électricité, eh ben on va voir que déjà on va alléger notre charge du bateau et on va simplifier beaucoup de choses. Oui, donc on voit que ça consiste à simplifier, c'est vraiment le mot-clé dans le cadre du minimalisme. Mais donc en dehors de l'énergie, comment est-ce qu'on pourrait se représenter aussi ? Il y a beaucoup de systèmes à bord d'un bateau, il se passe plein de choses. Comment on peut s'imaginer dire ok, je peux encore simplifier différents systèmes sans perdre les utilités dont j'ai besoin ? Alors par exemple, je vais prendre un système tout bête qui est l'eau à bord. On a tous besoin d'eau, donc on a des réservoirs d'eau et on vient puiser l'eau qu'il y a dans les réservoirs grâce à une pompe qu'on appelle un groupe d'eau sous pression qui fonctionne de manière électrique. C'est des appareils qui sont quand même relativement fiables, quoique nous, une fois, on a grillé en rien de temps, moi, c'est ce qui devait avoir un défaut, et ça fonctionne avec de l'énergie. On peut remplacer ce groupe d'eau sous pression par une simple pédale. Une petite pédale qu'on accède avec le pied. Ceux qui font déjà du bateau, vous connaissez sûrement déjà ces petites pédales pour prendre de l'eau de mer
Par exemple, pour faire la vaisselle, plutôt que de prendre de l'eau douce, on prend de l'eau de mer. Alors pas quand on est dans le port peut-être, mais quand on est au mouillage ou en navigation, c'est très pratique et ça permet d'économiser de l'eau. On peut avoir une pompe d'eau, un groupe d'eau sous pression pour l'eau de mer, mais on peut avoir une simple pédale. Et ça peut marcher aussi pour l'eau douce. Ce qui fait qu'en fait, si un jour vous avez un problème, un blackout électrique, ça peut arriver. Moi j'ai un ami, il se reconnaîtra, qui en fin de traversée de l'Atlantique s'est retrouvé avec un blackout. Il avait plus d'électricité à bord, à part son moyen de communication qui fonctionnait avec une batterie. Il n'était même plus capable de prendre de l'eau dans ses réservoirs. Si on double nos installations, comme je prends l'exemple là, une installation électrique, mais qu'on le double par un instrument qui peut être simplement mécanique, comme une petite pédale ou une petite pompe à main, ça existe aussi à main pour aller chercher de l'eau. Alors c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de débit, c'est un peu lent, mais ça fonctionne. Ça permet surtout de se dire, voilà, dès qu'il n'y a plus d'énergie, je peux me faire à manger, je peux me laver les dents, je peux accéder à l'eau douce et donc continuer une navigation. C'est encore plus utile quand on est sur une phase de traversée. On continue les exemples. Par exemple, pour tout ce qui est pilote automatique. À bord, on a un pilote automatique, ce qui est indispensable sur un bateau moderne, de pouvoir avoir un pilote qui barre le bateau pendant qu'on fait autre chose. C'est pareil, ça coûte cher, un pilote, selon la taille du bateau et son poids. Mais pour un bateau, nous on a un bateau qui fait 12,86 m, 42 pieds, qui fait 12 tonnes et demie en charge. Notre pilote automatique, si on devait le changer demain avec le vérin, tout ça, machin, il aurait pour 6 000 €. À peu près, chez Raymarine en tout cas. Mais aussi, on a un régulateur d'allure. Un régulateur d'allure qui marche très bien. Ça nous fait un mode vent, en fait, sur le bateau. Ce qui fait qu'en fait, le régulateur d'allure, lui, il n'a pas besoin d'énergie. C'est une pièce mécanique qui est très fiable. On a déjà eu un petit souci parce qu'il y avait un défaut de fabrication qu'on a pu faire réparer chez un soudeur, même s'il nous a coûté un petit peu de sous. Mais c'est reparti comme en 40. Et alors, ça va pas marcher sur tous les bateaux. Nous, on a un bateau qui se prête vraiment bien à l'installation d'un régulateur d'allure. Mais c'est vrai que c'est une sécurité. Et en règle générale, nous, on préfère naviguer au régulateur d'allure plutôt qu'au pilote automatique. Pourquoi ? Parce que déjà, on trouve ça amusant. Ça nécessitait un petit peu plus de finesse sur le réglage des voiles. Mais aussi parce que c'est silencieux. Ça ne fait pas de bruit. C'est puissant. Ça consomme pas d'énergie. Et ça, c'est quand même vachement bien. On vous fera un épisode dédié sur les régulateurs d'allure, quel type de régulateur il existe, les prix, le marché de l'occasion, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc., etc. On vous fera un dossier le plus complet possible. Oui, c'est un sujet sur lequel on peut, je pense, parler longtemps et avoir peut-être aussi quelques témoignages, parce que selon les bateaux, selon les poids des bateaux, il existe plein de modèles, plein de marques, et je pense qu'elles ont toutes certains avantages selon le bateau que vous avez ou le bateau que vous allez chercher à avoir. Et j'en ai même vu sur des catamarans. Exactement, ça marche même sur les catamarans pour les meilleures marques. Alors ensuite, on a parlé donc déjà des systèmes principaux, l'énergie, l'électricité, l'eau, le pilote automatique, notre meilleur ami en navigation. Mais la communication, c'est un sujet important, ça aussi. Oui, la communication, c'est un sujet important et j'ai envie de dire que c'est l'exception qui va confirmer la règle, là où on va justement garder de la technologie, parce que c'est avant tout pour moi un moyen de sécurité. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques de pouvoir échanger entre le grand large et la terre, et je trouve que c'est une sécurité fantastique. Alors, on peut télécharger des séries Netflix avec Starlink, on peut faire des visios avec mamie qui est restée à terre pour Noël, mais par contre, on peut aussi, s'il y a un gros problème, par exemple un accident à bord, on peut faire un visio avec un médecin. Et ça, Starlink, même si je suis pas vraiment en adéquation avec certaines choses, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, on ne peut pas nier que c'est un outil fantastique. Par contre, Starlink, bien sûr, a ses limites. Et d'avoir que Starlink à bord, pour moi, n'est pas forcément très sécuritaire. Parce que si, justement, comme mon ami on a un blackout énergie complet, on ne peut plus communiquer avec la Terre. Ce qui a sauvé mon ami, c'est d'avoir un Iridium Go, où on a pu s'appeler, on a pu échanger par message, s'envoyer des mails, et il a pu rentrer en communication avec un technicien Victron qui lui a trouvé, alors qu'il était
à 4 jours ou 3 jours de la Barbade, donc un petit peu au milieu de l'Atlantique quand même. Au large. Au large, qui a trouvé une solution. On vous fera aussi un dossier complet sur les moyens de communication satellites et autres à bord, mais surtout satellites, parce que c'est un dossier très important. Je pense que là, on va sortir du minimalisme pour se dire, je vais investir sur des moyens de communication fiables, avec de la redondance, et qui peuvent fonctionner avec l'énergie du bateau ou une énergie déportée comme une batterie bank, une batterie supplémentaire, un petit panneau solaire. Quand on a déjà soi-même sa propre vie, mais surtout des enfants à bord et sa compagne, voire des équipiers ou des équipières à bord, c'est une responsabilité. En tant que chef de bord, je pense qu'il est bien de pouvoir avoir quelque chose de bien pour communiquer avec la Terre. Et oui, sujet plus qu'important, la communication. Merci Valérie. C'est vrai qu'on a hâte peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus dédié encore sur ce sujet qui est vaste. Oui, on en fera un minimum. Au moins. Ok. Alors, toujours sur le minimalisme, donc on a vu que la communication pouvait être un petit peu plus que ça, mais on peut se demander concrètement, qu'est-ce que cela nécessite pour moi? Et quels sont peut-être les risques? Est-ce que je vais avoir une perte de confort quelque part? Souvent, c'est de se dire ouais, mais minimalisme, c'est bien mignon, mais moi j'ai besoin d'un minimum de choses quand même. Et puis là aussi, quand on a une famille, peut-être des enfants à bord, on multiplie le confort par le nombre de personnes. Oui, alors avant de vous donner un exemple concret de la préparation d'un bateau qu'on a vécu, on va parler de ça justement. Alors est-ce qu'il y a une perte de confort? Comme je disais tout à l'heure, le confort, ça dépend de votre curseur. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation entre une vie terrestre sédentaire et le moment où vous allez partir en voyage pendant 1 an, ou pendant 2 ans, ou pendant 1 mois, et que vous allez vivre de manière minimaliste. Déjà, quand on emménage sur un bateau, que ce soit pour une petite croisière ou pour vraiment une année sabbatique ou plus, ça peut pas être comme à terre, c'est pas possible. Sinon il faut vraiment des bateaux qui commencent à ressembler à des yachts. Alors c'est vrai qu'il y a des bateaux de croisière qui proposent de lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, c'est complètement dingue. Sèche-cheveux. Robot nettoyeur, mixeur, je sais pas quoi, là pour faire à manger. Et bien sûr, tout ça, c'est aussi grâce à la capacité de pouvoir emmener une grande quantité d'énergie, notamment grâce au lithium. Donc là, justement, c'est de faire l'inverse, de dire je vais prendre un minimum d'énergie et je vais voir ce que je peux faire avec un minimum d'énergie. Donc, le minimalisme, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de honte à dire non, mais moi, j'ai pas envie de m'embêter à faire la vaisselle tous les jours. On est 5 à bord. Oui, puis j'ai passé l'âge. Peut-être aussi, il y a simplement des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont offerts leur bateau, qui veulent faire justement ce voyage, pour peu qu'ils soient jeunes retraités. Bon, oui, si c'est possible de dire, moi, je fais un peu plus, ça n'empêche pas de regarder les systèmes de redondance sans énergie que tu nous présentais tout à l'heure. Ça peut être un complément, c'est-à-dire que là, moi, je perds pas mon confort, mais je ne fais que doubler avec cette version-là. Du coup, je suis pas vraiment minimaliste, mais je sais que c'est ma redondance, ma sécurité, ma version secours qui, elle, l'est. Et sur le papier, tant que tout va bien, je profite de mon confort. Exactement, c'est la différence entre fonctionner en mode maximum ou en mode dégradé. Les compétences, le savoir, l'expérience sont des choses aussi qui vont rentrer en ligne de compte. Je vous donnerai des exemples concrets, mais j'en ai un tout bête, c'est si vous savez utiliser un sextant, si ça vous amuse d'utiliser un sextant, quelque part, le jour où votre GPS, votre traceur ou les 50 GPS qui sont à bord tombent en panne, c'est pas grave, parce que vous avez un sextant et que vous savez l'utiliser, que vous avez des tables, que vous avez imprimées, que vous avez plastifiées, que vous avez, c'est un éphéméride, et que vous avez une montre qui ne craint pas la foudre, donc c'est une montre automatique. Voilà, c'est une compétence vient assurer en fait le mode minimaliste parce qu'on peut se passer de certains systèmes. Oui, donc dans ce cas-là, en fait, la redondance de secours n'est pas que mettre en place une pompe pour l'eau ou des piles avec un GPS à main ou un petit panneau solaire pour recharger son Iridium Go. Ça peut également être cet autre aspect qui est l'expérience que vous êtes fait en amont, l'apprentissage que vous avez eu, les connaissances que vous avez et qui vous permettent de créer en fait cette redondance de secours, pas nécessairement, sauf si comme tu disais tout à l'heure, ça vous amuse, vous pouvez toujours aussi utiliser le sextant, puis après juste vous assurer sur le GPS que vous n'êtes pas trompé. Mais c'est cet apprentissage qui rentre aussi en ligne de compte. Ouais, tout à fait, parce qu'on se rend compte que
les aides à la navigation, donc ce qui a permis notamment la grande démocratisation de la navigation, c'est le GPS. Il y en a dans tous les bateaux. Aujourd'hui, il y en a dans tous les smartphones. Donc, s'il y a 5 personnes à bord avec 5 smartphones, il y a 5 GPS. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... on n'a pas trop peur, en fait, de manquer de GPS, parce qu'on en a plein à bord. Mais si on prend la foudre, et que vraiment pas de bol, il n'y a plus aucun système électrique qui fonctionne à bord, si on a la compétence pour sortir un sextant, la montre automatique qui, elle, n'aura pas bougé, tout va bien. Une compétence, une technologie ne pourra jamais remplacer une compétence. Tu parlais aussi tout à l'heure de l'expérience. Peut-être que ça va rentrer dans le cadre de nos exemples un peu plus concrets que je présentais tout à l'heure, mais une expérience réelle, c'est-à-dire en plus de la connaissance, de la compétence, de l'apprentissage, etc., une expérience vécue, peut-être une première navigation large, peut-être une traversée simple pour la Corse ou les Baléares, je ne sais pas. Mais ça peut aussi nous permettre d'avoir un retour sur son propre degré, son propre curseur de minimalisme en me disant je pensais que j'avais besoin de tout ça. Et quand je suis partie avec mon bateau pour faire 15 jours de vacances quelque part dans l'Atlantique ou peu importe où, je suis partie avec plein de choses. Parce que je pensais vraiment en avoir besoin. Et en fait, quand je suis revenue, je me suis rendu compte qu'il y a les 3/4 que j'avais pas utilisés. Alors là, on parle même pas que de système de vie. C'est peut-être aussi simplement des affaires, des vêtements, des livres, j'en sais rien. Et se rendre compte qu'il y avait toutes ces choses-là qu'en fait, on n'a pas du tout utilisées, mais qui ont été une charge sur le bateau, donc un poids. Exactement. Qui a donc d'autres conséquences. Et de se dire, non mais attends, là, moi, si je repars, seul ou en famille ou peu importe, si je repars pour une plus longue navigation encore, déjà tout ça, j'en ai pas besoin en fait. Et je deviens plus minimaliste vis-à-vis de mon propre curseur. Exactement, on a tendance à surcharger nos bateaux de plein de choses et on n'échappe pas à la règle. Je lisais sur un forum il y a déjà pas mal de temps, un forum qui traitait de poids sur les bateaux et de charges qu'on peut embarquer. Et tout le monde se posait des questions sur combien il pouvait emmener, etc., etc. Et il y a un monsieur qui intervenait, il dit « On est toujours trop chargé. » Et ce que je fais, moi, régulièrement, je me mets à quai, je vide entièrement mon bateau, je mets tout sur le quai, et tout ce que j'ai pas utilisé pendant 6 mois, ou pas du tout pendant la dernière saison de navigation, il est débarqué, vendu, donné, jeté, et comme ça, mon bateau reste dans ses lignes. Et il a tout à fait raison. C'est ce qu'on a fait aussi, un peu sur le bateau. Alors ça nous prend un petit peu plus de temps, parce qu'on n'est pas à côté. Donc quand on prend l'avion, souvent le but du jeu, c'est que la valise soit plus pleine quand on rentre en France que quand on repart sur le bateau. Ce qui n'est pas toujours simple, mais bon, on y arrive. Surtout quand à chaque fois il y a un nouvel équipement spécial qu'on a pris pour le bateau. Ouais, une voile, un truc, un machin, tout de suite ça va vite, bref. Bon alors, ces exemples concrets de réussite de préparation, justement, de vraies belles expériences. On en a plusieurs dont tu voulais nous parler. Oui, tout à fait. Je vais vous prendre 3 exemples qui sont vécus pour 2 d'entre eux. Il y a plusieurs années, avec Stéphanie, on possédait un bateau qui s'appelait Canquin, qui était un one-tonner. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un one-tonner, c'est un bateau de course qui a été dessiné par un grand architecte et on pourrait comparer ça à un Figaro, mais dans les années 70. En gros, un one-tonner, c'est des bateaux de course, c'était des modèles uniques. Quoique non, il y avait des bateaux de série aussi. Canquin, c'était ce bateau. C'était un modèle unique, c'était un prototype, un one-off, comme on dit en anglais. Et c'était un bateau de course qu'on peut comparer à un Figaro des années 70. Donc très minimaliste, il n'y avait quasiment rien à bord. Et je me suis dit que j'allais traverser l'Atlantique à bord en mode minimaliste. Minimaliste avec mon degré à moi, mon curseur à moi pour le confort et pour certains équipements. Et pour ça, je me suis inspiré de ce qui se fait en mini transat. C'est-à-dire que j'ai été renseigné, parce que j'ai jamais fait de mini de ma vie. J'ai un copain, Pascal, qui a fait beaucoup de mini, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, qui m'a donné beaucoup d'informations. Il y a aussi Nicolas du magasin Castillage à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour lui faire un peu de pub, qui fait du mini. Et donc, je me suis inspiré de ce qu'est la mini transat. C'est quoi la mini transat ? C'est des bateaux de 6,50 m qui vont partir des côtes françaises, qui vont aller jusqu'aux Antilles avec une escale aux Canaries. Avant, c'était à Madère. Il y a eu plusieurs endroits. Et il n'y a pas de moyens de communication. Ils ont des bidons d'eau. Il n'y a rien. Comme c'est pour faire la course, il faut que le bateau soit le plus léger possible. Ils partent, je crois, avec
60 litres d'eau, voilà, pour faire une transat en solo, pour se laver, pour boire, pour cuisiner. Tout est en mode minimaliste, il n'y a rien, c'est des savonnettes qui doivent aller le plus rapidement possible de l'autre côté. Et en fait, je me suis projeté un peu là-dedans, sauf qu'il y avait une différence, c'est que eux, ils partent au mois de septembre, ils vont arriver en Martinique au mois de novembre avec une escale un peu longue aux Canaries. Moi, j'allais passer 8-9 mois sur ce bateau, donc vivre à bord. Donc je devais avoir tout ce qu'il fallait pour vivre, mais aussi pour naviguer de façon minimaliste. Donc j'ai préparé mon bateau pour pouvoir vivre comme ça. Et je me suis inspiré d'une autre histoire, qui est l'histoire de Taratari, qui à travers... Alors, c'est une histoire que vous pouvez découvrir, vous pourrez trouver le livre sur Internet, et il y a des tas de vidéos. C'est incroyable. Et il n'y avait rien sur Taratari, et ça a traversé l'Atlantique, et même bien plus encore avant. Et je me suis inspiré de ça, et mon objectif était de capable de traverser l'Atlantique avec comme seule énergie en cas de problème, en gros 2 piles LR6 pour les mettre dans un GPS à main pour connaître ma position et la reporter sur une carte et faire ma route. Pourquoi 2 piles LR6 ? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas utiliser un sextant et je n'avais pas de sextant. J'aurais eu un sextant, je n'aurais même pas eu besoin de ces 2 piles LR6. Donc c'était vraiment être capable de naviguer en mode dégradé. En réalité, j'avais un pilote automatique, j'en avais même un deuxième de secours électrique et j'avais un régulateur d'allure. J'avais une glacière, j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'étais capable de fonctionner en mode minimaliste. Pendant la traversée de l'Atlantique, je n'ai pas utilisé ma glacière. Elle a été coupée au bout de 24 heures, parce que j'avais 2 petites batteries qui n'étaient pas bien en forme d'ailleurs, et elles étaient dédiées vraiment au feu de navigation, aux traceurs, etc., etc. Mais en cas de problème, j'étais capable de traverser l'Atlantique juste avec ça. Donc, les pédales dont je parlais pour l'eau, les entonnoirs, les petits tuyaux pour transférer de l'eau qu'on appelle des branlettes, je suis désolé, ça s'appelle comme ça. Tuyaux de transfert. Tuyaux de transfert. Donc en fait, il y avait tout un équipement qui était prévu, vraiment des choses simples, un élastique, un morceau de scotch, et on fait un truc en mode low-tech. Le but du jeu, c'était de traverser comme ça. Alors, j'ai pas eu de problème pendant la traversée. J'ai fait une traversée à, je pense, 80% avec le GPS à main et mon régulateur d'allure, en reportant ma position sur ma carte. J'ai trouvé que c'était une expérience qui était vraiment satisfaisante et qui était vraiment incroyable. Vous pouvez retrouver un article qui est dans le magazine numéro 4 sur la préparation de ce bateau, qui le numéro qui est sur le thème de à l'assaut de l'Atlantique. Et enfin, la suite de ça, c'est notre nouveau bateau, Orio. Et Orio est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus cossu. Canquin faisait 11 mètres par 3 mètres 50 de large, avec un habitacle, vous pourrez aller voir dans le magazine, il y a des photos, c'est vraiment tout petit. Et on est passé ensuite avec Stéphanie sur un bateau de 12 mètres 86, 4 mètres 06 de large, 3 cabines, 2 salles de bain. Et ben on a préparé ce bateau dans le même état d'esprit pour pouvoir fonctionner de façon minimaliste s'il y avait un problème. Donc régulateur d'allure, les petites pédales à droite à gauche pour aller chercher de l'eau dans les réservoirs. Et en fait, on n'utilise que très peu d'énergie. On a 2 grosses batteries à bord qu'on n'a pas trop fatiguées parce qu'on ne tire pas dessus. Alors c'est surtout, vu qu'on travaille à bord, les ordinateurs, le matériel audio-vidéo qui est nécessaire. Mais sans ça, on aurait besoin d'une batterie de 100 ampères et puis c'est tout. Oui, ce qui est le plus gourmand en fait à bord d'Orio au niveau énergie, c'est vraiment notre matériel pour travailler au quotidien. Ouais, et puis le frigo. Il est pas. Toutes les personnes avec qui on en a parlé, on n'a pas un frigo qui consomme particulièrement beaucoup. Hein. Il est assez raisonnable aussi ce frigo. Donc en fait, le but n'est pas de vous passer de certaines choses. Le but, c'était d'essayer de voir, de tester, de voir comment techniquement vous pouvez vous en passer. Et là, il y a plein d'exemples, notamment sur Taratari, comment on fait pour se passer de ci, comment on fait pour se passer ça. Le frais, un truc tout frais. Moi, je suis un buveur de soda. C'est de la toile de jute humidifiée, enroulée autour d'une bouteille de coca, par exemple, mise dans les fonds. Et ben même si vous avez 30 degrés dehors et que vous êtes sous les tropiques, et ben votre bouteille elle sera fraîche. Alors elle sera pas dégoulinante comme si elle était dans un frigo, mais vous allez boire quelque chose de frais.
Donc on voit qu'en fait, avec des petits trucs et astuces, et ça peut aller loin, il y a des gens qui sont spécialisés. Nous, on est des bébés du minimalisme, vu le bateau qu'on a en ce moment, on est vraiment des bébés. Mais par contre, j'ai toujours un œil attentif sur ça, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. C'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas une réelle perte de confort, puisqu'on peut utiliser le minimalisme comme doublure, comme sécurité. Mais on peut aussi l'utiliser si on a un petit bateau pour pas trop l'alourdir. On peut l'utiliser même avec un plus grand bateau pour pas l'alourdir non plus. Et on peut l'adapter à chacun de ce que tu dis en fait. Exactement. Chacun va pouvoir tester et c'est ça qui est fun. C'est vraiment de s'affranchir. Beaucoup de gens partent en bateau pour essayer de s'affranchir un petit peu de la société de consommation, de tout ce mode de vie. Et en fait, le bateau et la vie en bateau peut nous offrir ça. Encore faut-il avoir la capacité de lâcher prise et d'aller se battre un petit peu avec nos peurs de manque de confort et de voir jusqu'où on peut aller et se rendre compte que en fait, ça va. Par exemple, un autre truc tout bête, pour nous l'annexe. On n'a pas de bossoir sur le bateau parce qu'on a le régulateur d'allure derrière. Je préfère avoir un régulateur d'allure que des bossoirs. Et nous, pour des raisons de sécurité, quand on fait des mouillages, parce qu'on n'a pas envie de se faire voler l'annexe, systématiquement, l'annexe est remontée le soir. Donc on se va dire, c'est pas pratique sans les bossoirs. Bon, en fait, on met quoi ? 10 minutes. Même pas. 10 minutes quand on doit la dégonfler. Ouais, oui, quand on va la dégonfler. Mais juste là, on enlève le moteur, on met le moteur sur sa chaise, on sort l'annexe avec la balancine, on la pose sur le pont, on la retourne, on l'attache tous les soirs. Oui, ce qui fait que s'il y a du vent, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'elle ne bougera pas. On essaie de bien libérer la baille à mouillage de façon à ce que si on doit remonter l'ancre en urgence, on y ait aussi un accès. En fait, ça se fait pas mal et c'est vrai que ça prend quelques minutes et on s'est rendu compte, on l'a fait de jour, de nuit, souvent de nuit d'ailleurs. Avec du vent Avec aussi. Du vent. Ça, c'est un peu plus galère. Non, et quand on est sûr qu'on c'est pas aura... contraignant. Ouais, quand on est sûr qu'on aura une nuit sans vent, on la laisse accrocher sur le côté. Mais en fait, c'est vraiment une habitude à prendre. Et en fait, on se rend compte qu'en plus, quand on vit en bateau, en règle générale, on a un peu le temps. Et c'est aussi ça le truc, c'est de prendre son temps. Et oui, prendre son temps, c'est peut-être aussi un des fondements de vouloir voyager à la voile. C'est pas que courir. C'est découvrir, c'est visiter, c'est tout plein de choses, c'est naviguer, c'est bricoler, tout ça, mais c'est aussi prendre son temps. Et c'est vrai qu'il y a des moments de vie, notamment quand on est à un mouillage, où on a ces petits moments de dire tiens, là je me pose, je regarde le coucher de soleil et je rate rien en fait. Au contraire, je passe juste un super moment, ce qu'on fait pas toujours quand on habite dans nos maisons, nos appartements. Ouais, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que vous ayez un bateau à 2 millions d'euros avec une machine à laver, un sèche-linge, ou que vous ayez un bateau à 10 000 euros, un peu comme notre ami Jacob Lang à 19 ans qui voyage sur son petit bateau autour du monde, vous aurez le même mouillage, vous aurez le même coucher de soleil. C'est juste que dans l'Outre-mer 55, vous aurez un peu plus de place, mais bon. La beauté du coucher de soleil est toujours là. Et c'est vrai qu'on est tous aux mêmes endroits. On arrive sur un mouillage, souvent, même s'il y a 4-5 bateaux, il va y avoir plein de budgets différents, plein de types d'équipages différents. On a tous le même coucher de soleil, on a tous le même vent ou le même calme, ou éventuellement même la même houle, si jamais ça doit rentrer. Et surtout, on a le lever de soleil le matin aussi, tranquille, au calme, seul au monde quasiment. Alors, si on pouvait résumer un petit peu maintenant les avantages de ce type de navigation. Alors, les avantages, pour moi, ils sont multiples. Alors, il y a déjà le budget. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, un morceau de scotch, un tuyau, une ficelle, un boulon, ça coûtera moins cher que d'acheter tout un système complet de je sais pas trop quoi. Donc, il y a déjà le budget. Il y a la rapidité d'installation et la facilité d'installation souvent qui est accrue. Tout ça, ça amène de la sécurité, de la tranquillité et de la sérénité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois où vous dire tiens, comment je préfère pour me passer de ça ? Vous allez trouver la solution technique. Et il y a des fois où vous se dire comment je pourrais me passer de ça ? Et vous dire il faut que j'apprenne ça. Et vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose et vous allez faire augmenter votre niveau de marin. Et ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, nous, on juge personne. Si vous préférez, encore une fois, avoir une machine à laver, un sèche-linge et 17 écrans plats à l'intérieur, mais si c'est votre truc et que vous avez les moyens, ok. C'est super. Par contre, posez-vous quand même 2-3 questions par rapport à la sécurité. On fera bien sûr, alors peut-être pas un, mais plusieurs épisodes sur la sécurité. Mais pour nous,
Ce soir, c'est un peu plus pour témoigner un petit peu de notre façon de voir les choses. Pour nous, le minimalisme, c'est quand même chouette et on se prive de rien à bord, en fait. On a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Oui, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous laisser votre avis dans les commentaires et puis éventuellement, vous pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez partager votre propre expérience par rapport à ce dossier du minimalisme. Oui, non, pour, contre, confort, pas assez ou au contraire, une super belle expérience dans ce type de navigation-là. Comme toujours, pensez à vous abonner, à liker, à partager dans votre communauté pour faire grandir cette communauté de French Sailor et du Café de la Mouette. Vous pouvez aller sur le site internet, je vais y arriver, où on a une petite newsletter où on va essayer de plus en plus de mettre des choses intéressantes pour vous aider un peu et comme ça vous saurez un petit peu quels sont les dessous et les coulisses de notre petite production. Et oui, la newsletter, il suffit juste de s'inscrire, mettre son adresse mail et c'est parti, vous la recevez gratuitement. Et oui, c'est gratuit. On essaie de tout faire gratuit de toute façon. En fait, de toute façon, il y a quoi de payant pour l'instant ? Pour l'instant, rien. Ouais, un t-shirt. Oui, si, il y a la boutique en ligne quand même. Voilà. Ok, écoutez, on vous souhaite tous une très bonne soirée. Une bonne navigation. Et à la semaine prochaine.